Oh oui, oh oui, Ja. Une planche de Ouija telle que illustrée sur ce t-shirt Collar and Elbow que m'avait donné non pas Al Snow, non, c'est la marque de vêtements, la marque de t-shirt spécial catch de Al Snow, Collar and Elbow. Il m'en avait envoyé un ou deux, si je me souviens bien, il y a quelques années. Mais non, alors ce t-shirt a une histoire. Ce t-shirt m'a été donné par Gangrel. Oh oui, croyez-le ou pas, c'était lors de la tournée chez Brian Dixon en février 2020, juste avant le COVID, dont j'avais fait un vlog qui avait duré presque 3 heures. Et Gangrel m'avait donné ce t-shirt, Collar and Elbow, avec une planche de Ouija dessus. Oh oui, alors donc oui, non, oh oui, oh non, on sait pas trop, le soleil, la lune, voilà. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Un début de hashtag Taylor Reviews pour ce AEW Dynamite du 16 octobre 2024 qui n'a aucun rapport avec le thème de ce Dynamite et surtout le thème de cette review. Le thème de cette review, mes amis, ça va être le flashback. Et non, 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 non. Quand je dis flashback, je ne parle pas de... Pour les très grands connaisseurs qui auront reconnu cette musique, oh oui, on parle bien évidemment du très grand jeu. Alors je sais pas s'il était grand, mais en tout cas moi j'avais passé beaucoup d'heures dessus. Flashback sur Sega Mega Drive ou Genesis aux États-Unis. Alors là, les gars, vous me ferez rêver. Si dans les commentaires, je sais que alors ce qui est bien, c'est que la communauté du Bel Esprit, la communauté de la chaîne maintenant, qui commence à se développer et qui continue à se développer de plus en plus, il y a de tout en fait. Il y a des jeunes et il y a des moins jeunes. On va pas dire d'autres mots, voilà. Et donc parmi les moins jeunes, s'il vous plaît, et même éventuellement parmi les jeunes, si vous connaissez ce jeu, si vous l'aviez à l'époque et si vous l'aviez testé ou même acheté ou même c'était un de vos jeux auxquels vous jouiez souvent, faites-le moi savoir. Faites-le moi savoir parce que ayant grandi personnellement, alors ma première console avait été la Game Boy, la toute première portable, la brique. Le nombre d'heures que j'ai passé sur Tetris aux toilettes dessus, c'est incalculable. Après, j'avais eu la Super Nintendo. Et c'est mon grand frère qui a eu la Mega Drive. Et sur Mega Drive, il y avait ce jeu qui s'appelait Flashback. Flashback, c'est un jeu un peu spécial parce que c'était une vue de côté avec des tableaux différents. Je crois que le joueur du grenier avait fait un vrac, enfin une vidéo sur Flashback. Et franchement, donc, ouais. C'est aucun rapport avec les flashbacks que j'ai eu en regardant ce AEW Dynamite, mais chaque fois que je dis ce mot, flashback, je repense à ce jeu sur Sega Mega Drive, d'où la petite musique du jeu que je vous ai mise, et donc une nouveauté d'ailleurs, une nouveauté dans une TL Reviews où on met de la musique. C'est bon, maintenant c'est parti, il va y avoir des sons et lumières bientôt, il va peut-être y avoir une bande son sonore, qui sait, peut-être, on verra, ça serait pas mal, peut-être à essayer un jour, je mettrai une musique d'ambiance de fond, soit des Hertz, 111 Hertz, ma fréquence préférée pour tout ce qui est méditation et voire même entraînement à la muscu. J'adore m'entraîner avec des fréquences spécifiques dans les oreilles, ça décuple ma concentration et ma précision et mon efficacité et ma coordination musculaire et mentale. Et donc voilà, donc nouveauté, petit son, comme ça, petit son d'ambiance, musique du jeu vidéo Flashback sur Mega Drive. Si vous l'avez reconnu, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera kiffer s'il y en a qui se souviennent de ce jeu. Et donc, pourquoi le mot flashback quand je pense à cette review de AEW Dynamite du 16 octobre 2024 en direct de San José en Californie? Et bien c'est ce que nous allons voir tout au long du show. Ça a été une avalanche de flashbacks. Ça a été un truc de ouf. Il y a 3 ou 4 moments où je me suis revu à une certaine époque en train de faire quelque chose de spécifique. Et c'est ce que nous allons voir donc dans cette hashtag TLR Reviews. Attaquons direct, on fera le bilan de la semaine et ce qui arrive cette semaine, ça va être énorme, plutôt vers la fin de la vidéo. Oh oui, non, on sait pas trop. Et le ring, d'ailleurs c'est énorme, c'est ce ring, attendez, c'est quasiment le même que j'ai tatoué à l'intérieur du bras là, si vous voyez, hop, là il y a le ring. Le soleil et la lune, c'est exactement les mêmes, je me suis inspiré de ce logo pour les faire dans le dos. Oh oui, égalité, enfin pas égalité, équilibre, masculin, féminin, soleil, lune, noir, blanc, froid, chaud, oh oui. Donc mes amis, si vous avez vu ce AEW Dynamite, vous avez vu comme moi que le show commence sur un clip vidéo où Jon Moxley explique ses actions. Alors c'est cool, parce qu'il est nouveau champion, il a mis fin à la carrière full-time de Bryan Danielson, et donc oui, comme beaucoup me l'ont dit dans les commentaires, ça veut pas forcément dire qu'on ne reverra plus Bryan Danielson. Ça,
d'accord, cool, tant mieux. Il a juste mis fin à sa carrière full-time. Et c'est largement mérité parce que le mec a une carrière de ouf. J'avais catché une fois avec, en équipe, Brian Danielson, c'était à Japan Expo en 2008. On avait fait l'équipe contre Ian Colby et Metal Master Chad Collier, un autre excellent catcheur que lui, par contre, j'avais affronté plusieurs fois à la WS. Je sais pas si j'ai encore mes matchs avec lui. Il faudrait que je regarde. Mes amis, donc tout ça pour dire, John Moxley, nouveau champion à AEW, et il explique ses actions récentes, et notamment le fait qu'ils veulent prendre, avec le BCC, prendre le contrôle de la AEW. Il dit qu'il veut une terre d'opportunité, et déteste ce que l'AEW est devenu. Il veut que les gens puissent devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Oh oui, oh oui. Et on sent que le message est en train de passer avec Utah. Et il dit aussi que les gens, maintenant, bossent pour lui. On reviendra après sur John Moxley parce qu'ils sont réapparus plus tard dans le show. Mais ça reste toujours assez mystérieux. Même si là, on a commencé à avoir un peu plus de détails. Ouais, à voir. On en reparle plus tard dans le show. Et là, mes amis, premier flashback. Premier flashback parce que là, on rentre dans l'arène, on rentre dans la salle. Et je me suis tout d'un coup retrouvé à l'époque où j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux. Parce que à l'écran, je vois arriver un Hobbit. J'ai cru voir Frodon Sake à l'écran, qui sort de l'entrée des catcheurs. Et là, je me dis, autant la WWE, ils ont signé Harry Potter, qu'est-ce qui se passe? La AEW, ils ont signé Frodon Sake. Ou alors, c'est Frodon Sake qui s'est perdu, et il est toujours à la recherche de son précieux, ou alors il est toujours à la recherche du Mordor, je crois, c'est ça. C'est au Mordor qui doit aller faire tomber l'anneau dans la lave pour tuer Sauron, si je dis pas de bêtises. Sauron, Saurien, reptile, Sauriens, les dinosaures, ok, vous comprenez un peu la symbolique, notamment aussi dans l'œuvre de Tolkien. D'ailleurs, Tolkien, j'avais essayé de me mettre un jour à lire ces livres du Seigneur des Anneaux, et jamais réussi. Parce que déjà, j'ai commencé le livre, il fait 500 pages au moins, et ouais, à l'époque, c'était aux States, je crois, ouais. Je les avais achetés, ils étaient en promo à Walmart ou à... Comment ça s'appelait? Sam's Club, ouais, Sam's Club. Aux États-Unis, vous savez, il y a c'est une petite anecdote, mais qui a aucun rapport avec le catch, mais qui a un rapport avec quand je vivais aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des magasins où vous pouvez acheter vos aliments en gros, comme un grossiste. Et par contre, donc, il faut acheter une membership, une carte à l'année, genre qui vaut peut-être 50 ou 100 balles, et après vous avez accès au magasin. Et en fait, alors il y a soit Costco, qui est très connu, il y avait eu quelques films avec Costco d'ailleurs, ou alors Sam's Club. Moi c'était Sam's Club, il y en avait un juste à côté de chez moi à Orlando, et j'allais faire mes courses là-bas, et là-bas en fait vous achetez tout en gros, quoi. C'est genre, les boîtes de thon c'était par 20 ou 30, et c'était vraiment pas cher, contrairement à d'autres magasins comme Walmart, Target ou Publix. Et un jour, je me souviens, à Sam's Club, il y avait eu toute la collection de Tolkien, je dois toujours avoir là-bas, d'ailleurs, à côté de ma table de chevet. Ouais, je crois que je les ai encore. J'ai ramené des States, mais je les ai jamais lus. Et donc, bref, je vois arriver Frodon Sake à la AEW, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Les amis, dites-moi qu'est-ce qui se passe. C'est un flashback, encore une fois, de l'époque où la première fois que j'ai regardé la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et en fait, boum, je me rends compte que c'est pas Frodon Sake, c'est Adam Cole. Adam Cole qui arrive sur le ring et qui ressemble littéralement à un hobbit. Il a la même taille, il a presque la même épaisseur de physique. Les hobbits sont un peu plus ronds, ils sont un peu plus caisses. Hein. Adam Cole, il est taillé comme mon petit doigt. Et franchement, il a la tronche d'un hobbit. Peut-être je vais un peu loin, mais c'est sincèrement, en le voyant, je me suis dit, mais le mec, il ressemble à Frodon Sake ou son pote, là, un des deux potes, là, les deux super potes, là. On se demande d'ailleurs s'ils sont pas un peu de la jaquette, c'est ça qu'on dit dans le film. Mais bref. Alors, mes amis, ouais, donc Adam Cole, baby, est dans le ring. Ça commence bien pour la première fois que je vais pouvoir vraiment l'étudier. Alors oui, color commentator, color reviewer. Ok, je commence en disant Adam Cole ressemble à un hobbit, mais je le pense sincèrement. Pourquoi? Parce que vu la taille qu'il a dans le ring, quand il est debout, je l'ai jamais rencontré personnellement en vrai, hein, je l'ai jamais eu en face de moi, je crois. Non, ouais, il est arrivé à NXT après que il m'ait viré, et sûrement pour le signer lui. Mais je pense très sincèrement qu'il est plus petit que moi en taille. Et donc, en fait, pour moi, vu que déjà, moi, à l'époque, on me disait que j'étais très petit, Adam Cole, c'est quoi? C'est un nain? Faut m'expliquer. Donc, c'est peut-être un hobbit. Parce que les hobbits, c'est pas tout à fait des nains. Donc, ça, c'est le premier truc. Ensuite, là, c'est vraiment la première fois que je vais pouvoir le voir à l'œuvre. Parce que je l'avais vu vite fait de loin à NXT, ce qu'il faisait, mais j'avais jamais vraiment regardé son produit, le produit qu'il va offrir. Donc, mes amis, en laissant de côté la petite vanne sur le fait qu'il ait vraiment la tronche et le look d'un hobbit, mais pas le physique. Les hobbits sont un peu plus ronds, un peu plus caisses que lui. Là, par contre, j'ai voulu vraiment
alors lui donner une chance, oui, lui donner une chance pour que dans les TLR Reviews, il s'en prenne pas plein la gueule. Et franchement, ça va, ça passe. Ça va, ça passe. Au micro, ça passe. Parce qu'en fait, on voit qu'il croit tout ce qu'il dit. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce qu'au moins, il est convaincu de ce qu'il dit. Contrairement à certaines d'autres personnes, notamment son pote JG, à la WWE, qu'on voit dans ses yeux, il est terrifié dès qu'il prend le micro ou dès qu'il parle au micro. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y en a, ils l'ont, il y en a, ils l'ont pas. En tout cas, Adam Cole, baby, a le micro. Ça, on lui enlève pas. Par contre, encore une fois, le problème avec lui, je pense que ça va être tout simplement son physique. Parce que si tu veux être une menace crédible, amigo, il faut avoir le look pour ça. Moi, je suis désolé, je vois Adam Cole dans la rue, je le regarde pas 2 fois, le gars. Je fais, ok, d'accord, allez, ciao. Tu vois, je veux dire, c'est ça, il attire pas le regard. Parce que déjà, il a pas le gabarit, et il a pas la tronche non plus. Alors, oui, dans un sens, il a la personnalité et le charisme. Ça, d'accord. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il faut un look de tueur. Enfin, bon, peut-être pas forcément. Faut pas que tous les catcheurs ressemblent à des tueurs, mais il faut quand même look the part, comme on dit en anglais. Et si tu veux faire le kéké à dire, ouais, moi je vous défonce tous, c'est moi le meilleur, ben ouais, d'accord, mais il faut que visuellement ça t'amène du pâté aussi. Et là, c'est pas le cas avec Adam Cole. Donc, en attendant, bon, déjà primo, alors ça, je vous le dis tout de suite, arrêtez de me le comparer à HBK, il n'y a aucun rapport. Hein. Alors, peut-être vite fait dans le regard, mais c'est tout, c'est tout. S'il vous plaît, alors là, par contre, je vous dis tout de suite, les amis, arrêtez de me comparer. Je le répète encore une fois parce que j'ai été choqué de lire ça. Arrêtez de comparer HBK à Adam Cole. Là, on vit pas sur la même planète. C'est comme comparer Pluton et je sais pas Vénus parce que les deux ont un peu de bleu dessus. Non, non, c'est calmons-nous. Hein. Il y en a une, c'est un super géant. L'autre Pluton, c'est même plus considéré comme une planète. Quoi. Donc aussi. Par rapport à Adam Cole. Donc voilà, là j'ai juste jugé ses promos parce que c'était qu'une promo. Il n'y a pas encore eu de match. On verra lors de ces matchs. Encore une fois, je garde l'esprit ouvert. J'ai placé ma petite feinte bien sincère des Hobbits. On verra quand il commencera à catcher. Là, il a fait qu'une promo. Et dans cette promo, il défie Maxwell Jacob Freeman, MJF, à venir le rejoindre sur le ring pour régler ses comptes. Et MJF lui répond par vidéo. Et il lui dit que jamais il ne lui donnera ce qu'il veut. C'est-à-dire l'affronter. Comme un bon heel. Oh oui, oh oui. Donc voilà mes amis, premier verdict pour Adam Cole, ça va, au micro, il passe. Et cette feud, vu qu'elle va être personnelle, les fans sont déjà investis dedans, donc ça va passer. Je pense que c'est une bonne feud pour Cole qui revient à l'antenne. Oh oui, oh oui, je suis sincèrement curieux d'en voir plus pour savoir si mes ressentis sont bons, ou alors il va me surprendre et il va avoir un catch adapté au fait qu'il est haut comme 3 pommes. Comme encore une fois, moi je vous le renvoie dans mes TLRM, vous voyez très bien que je m'adapte toujours à mon adversaire. En tout cas à l'époque, mais encore plus aujourd'hui, maintenant que je bosse encore plus le storytelling. Si les mecs sont plus gros que moi, je fais la plus grosse partie du boulot. Et vice versa, si je catch avec un mec plus petit, comme vous le verrez, hein, il y a des matchs qui arrivent sur les TLRAM, là je l'ai pas encore fait, mais je sais que j'ai des matchs avec Miseria qui était Louis Napoléon, on avait des matchs de ouf. Des matchs de ouf, hein. Et ça, j'en ai pas encore commenté, ça va venir. D'ailleurs, aujourd'hui, mes amis, le prochain sondage pour la prochaine TLRM va être posté. Oula, hop, reviens en bleu, voilà, c'est bien. Donc, le prochain sondage pour la prochaine TLRM va être posté. Oh oui, et non, on attend la fin de la vidéo pour vous annoncer tout ce qui arrive. Oh oui, la TLR Stories a été faite. Oh oui. Allez, après ce segment d'ouverture, on a vite fait Chris Jericho dans les vestiaires qui continue à provoquer Mark Briscoe. Bel esprit parce que c'est un petit follow-up de Wrestle Dream et on ne se plaindra jamais d'avoir la AEW qui continue des storylines et qui ne change pas tout sans prévenir. Suite à ça, nous avons un tag team match entre FTR et FTR contre Big Bill et Brian Kidd. Deuxième flashback, mes amis. Deuxième flashback, je vais pas remettre la musique. Ouh là là, est-ce que je la remets à chaque fois? Non, quand même pas, parce que ça va être trop compliqué avec tous les clics sur l'ordi. Donc, deuxième flashback. En fait, j'aurais dû être dans ce match. Franchement, j'aurais dû être dans ce match à la place de Brian Keith. Pourquoi? Parce que ça aurait fait un remix de NXT version 2014. Parce que Dax Harwood, Scott Dawson, Dash Wilder, et maintenant c'est quoi? C'est Cash Wheeler peut-être maintenant? Je sais même plus. C'est non à la EW. Bref, FTR et Big Bill, Colin Cassidy. Non seulement je me suis entraîné avec eux, j'ai catché des dizaines de fois avec eux. Yo, sortez Brian Kidd et mettez-moi dans le Learning Tree, mes amis. Est-ce que vous voulez voir Tom Larufa dans le Learning Tree avec Chris Jericho qui m'avait fait mousser sur son podcast? Je vous envoie à retourner voir ma vidéo Comment devenir catcheur aux États-Unis où j'avais mis l'extrait du podcast de Jericho où le mec il me faisait mousser comme c'était pas permis. C'était en 2019. Mais moi j'en revenais pas. Je suis oh frérot, tu te souviens de moi à ce point-là? Bel esprit. Parce que Jericho donc il parlait de 2015 où on était à Tough Enough. On faisait les répétitions et qui avait été aussi d'ailleurs. Allez, je vous l'annonce, mes amis, je vous l'annonce. Le sujet de la prochaine TLR Stories, parce que la 2 a été tournée. La prochaine TLR Stories, ça va être toutes mes interactions personnelles avec Vince McMahon. Oh oui, je pense que vous allez aimer cette vidéo.
Surtout que c'est assez sulfureux en ce moment, le sujet Vince McMahon. Donc vous aurez mon point de vue sur toutes les fois, il n'y en a pas eu beaucoup, mais toutes les fois où j'ai interagi en personne avec Vince McMahon, et une de ces interactions, c'était à Tough Enough en 2015. Et là, j'avais rencontré Chris Jericho qui m'avait fait grave mousser. Donc Chris Jericho, t'es gentil, je t'adore, je respecte énormément ta carrière, mais qu'est-ce que t'attends pour me recruter dans le Learning Tree à la place de Brian Keith pour qu'on fasse des matchs remix de NXT de 2014 en 2024, 10 ans plus tard. Explique-moi. Bref, c'était un très bon petit match par équipe pour commencer ce show avec une victoire de FTR. Autant j'adore FTR, je les adore, des amis personnels, oh oui, oh oui, excellent catcheur, probablement une des meilleures équipes de l'histoire du catch, ça, oh, totalement, oh oui, oh oui. À la vôtre, mes amis, un peu de chicorée et de café, oh oui, oh oui, même si ça me fait que dalle en fait. Ça me fait que dalle, ça me réveille même pas, et ça m'endort plus qu'autre chose. C'est juste que j'y vais doucement sur le Monster, parce que j'ai déjà fait l'entraînement ce matin à 6h du mat, entraînement de jambes, oh oui, oh oui, bel esprit, un truc de ouf, parce que même si j'avais un mini claquage derrière la cuisse, j'ai pu m'entraîner, j'ai pu faire une bonne séance de jambes, un claquage exactement au même endroit où je me l'étais fait avant, 2 mois avant mon match à NXT TakeOver Fatal 4-Way que j'analyse dans son entièreté dans la hashtag Taylor Stories 2 qui sortira ce vendredi. Ça y est, je l'ai dit, j'ai spoilé la fin de la vidéo, mais c'est pas grave, je le répéterai à la fin dans tous les cas. Et donc, ouais, donc ça fait que dalle, hein, la chicorée et le café, mais c'est pas grave, c'est juste pour m'hydrater, et pire que tout, en fait, ça m'hydrate même pas, parce que pour ceux qui s'y connaissent, le café, ça déshydrate, en fait, les cellules. Ça fait sortir l'eau des cellules. C'est pour ça que c'est une énorme bêtise de prendre du café avant un entraînement de muscu. Et d'ailleurs, je m'en suis toujours rendu compte. C'est quand je prenais du café avant la muscu, ça me flinguait plus qu'autre chose, ça me donnait envie de dormir. Un truc de ouf, un truc de ouf, un truc de ouf. Et donc, en parlant de trucs de ouf, comme je disais, autant j'adore FCR, autant je suis déçu que Big Bill n'ait pas gagné le match. Franchement, hein, alors mes amis, il faut m'aider, s'il vous plaît. Est-ce que Big Bill a eu un push solo à la AEW? C'est une question sincère. Pour ceux qui suivent le produit régulièrement, s'il vous plaît, dites-le moi. Pourquoi? Parce que je suis de plus en plus impressionné par ce mec-là, par Colin Cassidy. Le mec, ça y est, il a le physique, il travaille un big guy. S'il vous plaît, dites-moi. Je comprends pas pourquoi il n'est pas construit pour être un main eventer. Ce mec peut être champion du monde à AEW. Alors je sais pas, est-ce qu'il a de la hit avec l'office? Est-ce qu'il est trop limité dans le ring? Non, 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 il est pas trop limité, il bosse super bien son rôle de big guy, et puis il a pas besoin de faire des trucs techniques comme Bryan Danielson. Le mec c'est un big guy d'ailleurs, et les amis, c'est ce que m'avait sorti un jour Canyon Seaman. Waouh, 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 c'est vrai, alors pas très mauvais souvenir, parce que j'en suis revenu. Ah là là, non, je le dirais dans une TLR Stories, l'ami. Ah, ça je le partagerai dans une TLR Stories. Mes blessures à NXT. Bon, grosso modo, très rapide, parce que sinon peut-être j'oublierai de le dire dans les TLR Stories. Après ma toute première blessure au genou qui est arrivée le premier jour à NXT, ça, je sais pas si j'ai dû sûrement le dire déjà, oui, je l'avais dit dans la review, j'avais pleuré en repensant à Bray Wyatt, à une review de Raw il y a 1 ou 2 mois. Bon bref, j'avais eu un entretien avec Canyon Seaman qui était le chef du Talent Relation de la WWE, et grosso modo il m'avait dit, écoute Tom, bon, c'est navrant, hein, tu t'es blessé le premier jour, c'est rare mais ça arrive, par contre sache que tu n'es pas un Colin Cassidy. Sous-entendu, tu ne fais pas 7 pieds de haut, de mètre 10. Donc, quand tu vas revenir de blessure, non seulement tu seras sous un microscope, mais on va s'attendre à ce que tu sois super bon, notamment très technique. Voilà, et c'est ce qu'il m'avait dit. Et grosso modo, c'était le message. C'est grosso modo, si tu fais 7 pieds de haut comme Colin Cassidy, t'as pas besoin d'être super technique. Parce que tu seras, voilà, tu n'auras pas besoin de faire énormément de choses dans le ring. C'est ce que m'avait dit Canyon Seaman, donc le chef des recrues d'NXT à l'époque. Mais qui ne m'avait pas signé. Moi, j'avais été signé par Johnny Ace, John Laurinaitis. Si on est autorisé à dire son nom encore, et c'était pour ça que Canyon Seaman au début il m'aimait pas trop, je sais pas, j'étais pas un de ces boys, un de ces guys, peu importe. Je crois même que j'avais été parmi les dernières personnes que avait signé Johnny Ace à la WWE. Enfin bref, je l'avais eu au téléphone quand il m'avait proposé mon contrat. Ça je vous expliquerai pareil, peut-être dans la 4e TLR Stories, où ça sera comment j'ai été signé à la WWE. On verra mes amis. On verra, dites-moi si vous êtes motivé pour la TLR Stories, parce que la prochaine qui arrive, elle va être excellente. Oh oui, je l'ai fini hier, j'ai fini le montage, elle est uploadée, elle a été démonétisée, c'est bon, elle est prête à être postée vendredi soir. Peut-être 18h je pense. Il faut juste qu'on finisse la miniature avec Alex d'Horizon Wrestling. Donc, dites-moi les amis, est-ce que Big Bill a déjà eu un run solo avec du succès à la AEW, parce que je comprends pas pourquoi on n'en fait pas un main eventer. Parlant de main eventer, mais qui n'est pas dans le main event, TBS Championship match à la suite entre Mercedes Moné et Queen Aminata. Alors, avant que ce match commence, petite pensée rapide, MVP devrait vraiment recruter, je pense, Queen Aminata. Je comprends, pour l'instant, je ne sais pas s'il lui a fait une proposition, mais je la verrai bien avec MVP, vu que MVP apparemment semble vouloir recruter tous les catcheurs afro-américains. Ou en tout cas, à la pigmentation de la peau, plus portée vers le sombre. Ouais, parce qu'en fait, oui, elle a vraiment besoin de ça. Elle est excellente dans le ring, enfin excellente, elle est très bonne.
de ce que j'ai vu, et elle a un bon petit physique, on voit qu'elle fait des squats. Et là j'ai fait un clin d'œil que vous n'avez pas vu grâce à ses super lunettes, oh oui, oh oui. Un autre petit commentaire, donc après que le match ait commencé, cette fois-ci, dans un match de championnat contre Mercedes Moné, je t'adore, surtout physiquement Queen Aminata, mais je pense pas que tu devrais perdre ton temps à faire ta gimmick et have fun, comme le disent les commentateurs, en te frottant le fessard sur Mercedes Moné alors que tu aurais pu l'immobiliser. Voilà, c'est une petite observation, c'est le catcheur qui est en moi et l'analyste qui... t'as un match de championnat TBS Championship contre Mercedes Moné qui est une des meilleures catcheuses au monde. Pourquoi tu perds ton temps à faire du personnage alors qu'elle est à genoux devant toi et que tu aurais pu faire une magistrale ou une tentative de pinfall? Parce qu'à un moment, genre, elle est à genoux et elle lui met ses fesses dans le visage en mode je fais ma gimmick. Mais le problème, c'est qu'un match de championnat, c'est pas l'occasion de faire ta gimmick. Vous verrez quand je fais en TLRM un des matchs les plus intenses de ma carrière et probablement le plus intense de ma carrière, qui était mon match de championnat pour le championnat de France contre David Michel à la WS. Je n'ai pas fait un seul out du match. Et juste à la fin, quand j'en fais un, et ben c'est la fin du match. Donc tout ça pour dire, c'était un petit commentaire, mais bon, en attendant quand même, on a eu un très bon petit match entre les deux. Deux superbes femmes, deux superbes athlètes, deux superbes catcheuses. Oh oui, bel esprit. Et bien sûr, bon, Mercedes Moné gagne sans trop de surprise, malheureusement, pour Queen Aminata. Suite à cela, mes amis, nous avons un trios match entre le conglomeration formé de Orange Cassidy, Kyle O'Reilly et mon pote Rocky Romero. Oh oui, première fois que je le vois à AEW Dynamite en action. Dans le ring, contre The Elite, les Young Bucks, les jeunes dollars, et Katsushita Okada. Arbitré, alors si j'espère pas écorcher son nom, Rick Knox. Mais je sais que c'est Knox, ça son nom de famille, Rick, il me semble. Et là, mes amis, troisième flashback. J'ai l'impression de revenir en 2007 en Caroline, en Californie du Sud, SoCal comme on dit, sur un show notamment de la AWS, Alternative Wrestling Show, qui avait lieu sur un parking, le parking d'un magasin tenu par Bart Kapitsky, je crois que je l'ai toujours sur Facebook. Il avait un magasin de collectibles avec des figurines, des t-shirts, old school et tout. Et sur son parking, il organisait des shows de catch. Il ramenait pas mal de monde, hein, des fois. Il y avait 50-100 personnes. Et je me souviendrai toujours, on se changeait dans une sorte de garage à ciel ouvert. Il y avait des voitures, enfin c'était un truc de ouf. Et souvent, en fait c'était donc en 2007. Mon premier match aux États-Unis, c'était contre Willie Mack. D'ailleurs, à l'AWS. Donc c'était ça, à l'AWS de Alternative Wrestling Show. Et souvent sur ces shows, il y avait les Young Bucks, il y avait Rocky Romero, il y avait en fait toute la crème du catch indie de la Californie, notamment tout le roster quasiment de la PWG, Pro Wrestling Guerrilla. Guerrilla ou Gorilla, je sais plus. Bon bref, PWG et donc en fait souvent sur ces shows, l'arbitre était Rick Knox, qui est une légende de l'arbitrage de Californie. Et donc tout ça pour dire, avoir dans le ring les Young Bucks et Rocky Romero et cet arbitre qui a arbitré quelques-uns de mes matchs, qui m'aimait bien d'ailleurs, il m'avait dit que je catchais pas mal et il avait de l'expérience et surtout que j'avais un très bon personnage. Oh oui, bel esprit. Heureusement qu'il me voit pas aujourd'hui parce que là il dirait Tom, tu devrais être champion du monde. Donc troisième flashback, je me vois être revenu en Californie. Oh oui. J'aime la vibe je l'ai déjà dit, mais j'aime la vibe et l'énergie des trios match. Ça, alors, parce qu'il y a tellement d'action, c'est super. Bon, le problème, c'est que ça donne un roster ultra rempli, donc il y a beaucoup de salaires à payer pour les boss, mais d'un autre côté, c'est cool parce que les boys et le public en ont plein. Alors, les boys ont du boulot et le public a des matchs où ça balance dans tous les sens, donc oh oui, bel esprit. Le match avançait bien jusqu'à ce que le BCC, le Blackpool Combat Club, intervienne et détruise littéralement tout le monde en vue. D'abord la conglomeration, puis tout le roster qui arrive pour essayer de reprendre le contrôle du show. Un peu en mode Nexus d'ailleurs, ce nouveau BCC, c'est un peu une vibe de Nexus. À voir. Voilà, à voir comment ils construisent cela. Parce qu'en fait, c'est ça que je disais donc au début du show, vu qu'on les a revus là plus tard. Là maintenant, bon, s'ils commencent à attaquer, à foutre le boxon lors du show en mode Nexus ou Outsiders à la WCW, ok d'accord, mais où ça va mener? Et toujours la question, est-ce que c'est Shane McMahon qui est derrière tout ça? C'est en fait, vous savez les amis, maintenant que ça va, je bosse sur pas mal de storylines dans différentes promotions en France, que ce soit à la RIX ou à la TPW. On commence un nouveau petit, pas parcours, mais un nouvel angle à la TPW qui est très intéressant. Je déteste prévoir des storylines et de les booker semaine par semaine. Ça pue. Je veux savoir où on va, et après, en fonction de savoir où on va à reculons.
Et là, j'espère que pour cette storyline qui prend de l'importance, ils savent où ils vont aller. J'espère qu'ils vont pas ça par semaine. On verra, mes amis. On verra. Seul l'avenir nous le dira. Et en parlant d'avenir, l'avenir de ce show, après ce segment, enfin ce match de trio, c'était un singles match entre Lio Rush et Shelton Benjamin. C'est énorme de voir Shelton Benjamin en action et toujours en superbe condition physique, même à 49 ans. Les catcheurs, les amis. Les catcheurs, c'est une espèce unique au monde. Je l'ai déjà dit et je le redirai toujours. Shelton Benjamin, je suis allé vérifier sur Wikipédia, à 49 ans. Le mec, il offre un physique de ouf, meilleur que le mien, un truc de ouf. Bon, après, il a toujours un gros physique. Hein. Et puis attention, il faut aussi comprendre, hein, les blacks ont plus de facilité à construire du muscle que n'importe quelle autre race, entre guillemets, même si je déteste ce mot, on va dire n'importe quel autre format génétique, notamment de pigmentation de peau, je sais pas. Mais en tout cas, bon bref, respect total à Shelton Benjamin, qui à 49 ans a un meilleur physique que Harry Potter ou Bilbon Saké, ou Frodon Saké, je sais plus ce que j'ai dit, qui ont été signés respectivement à la WWE et à la AEW très récemment. Ce qui me fait aussi délirer, alors ça aussi c'est énorme, c'est qu'il y a 20 ans, alors imaginez les amis, et c'est imaginez, souvenez-vous pour ceux qui se souviennent, ou alors visualisez ce que je vais vous dire. Croyez-moi, il y a 20 ans, j'étais à fond fan de catch, comme vous tous, je regardais toutes les émissions, comme encore aujourd'hui, mais je les analysais pas à l'époque, j'avais pas les connaissances. J'étais newsman sur les sites de news de catch, mais j'étais pas analyste, je n'avais pas cette prétention, mes amis. Et donc, il y a 20 ans, Shelton Benjamin s'était considéré comme un poids moyen, voire un poids léger à la WWE, à 105-110 kilos, d'accord? Aujourd'hui, c'est un big guy, c'est un poids lourd, et même un vrai poids lourd. C'est parce que déjà, comme le disent les commentateurs, il y a 45 kilos de différence entre Lio Rush et Shelton Benjamin. Alors ok, Lio Rush est loin d'être le catcheur le plus gros de l'histoire, et au contraire, c'est un catcheur très petit, mais dans tous les cas, même vous mettez Shelton Benjamin dans le ring avec la plupart des catcheurs de WWE, c'est un poids lourd aujourd'hui. Alors que je vous le redis, à l'époque, il y a 20 ans, en 2003, 2004, 2005, 2006, c'était un poids moyen, voire léger. C'est incroyable à quel point le business change, mais dans le bon ou dans le mauvais sens, peu importe. C'est vraiment, c'est comme ça que moi je vois le truc. Je fais toujours des comparaisons à l'époque, et voilà, maintenant, le mec c'est un big guy, c'est énorme. Et franchement, justement, c'est un magnifique match et une magnifique opposition de style entre les deux. Lio Rush sait bosser contre un big guy. Un gars comme Shelton Benjamin, qui est aujourd'hui un big guy. Et l'histoire racontée est top et facile à comprendre. D'ailleurs, comme vous me le dites dans mes compliments par rapport à la dernière TLRM qui a été postée lundi dernier. Donc bel esprit, merci à vous les amis, vous comprenez l'histoire de David contre Goliath, et là c'est un peu ce qu'on a eu avec Shelton Benjamin et Lio Rush, et franchement c'est top. Et le pire c'est que Shelton Benjamin reste un athlète de folie, encore une fois à 49 ans. Le mec il escalade le coin et les cordes comme si de rien n'était. Énorme. Victoire d'ailleurs de Shelton Benjamin, victoire dominante, et en plus, avec lui, il y a MVP qui lui aussi a un look de ouf. Un vétéran des rings, dans un sens. Le mec a un super look, il représente bien et il a un super look de manager. Franchement, j'adore la construction de personnages qu'ils font avec MVP. En fait, le mec, c'est un manager, d'accord? Et à chercher tout le temps des nouveaux talents comme ça, de façon quand même bien relou, bien insistante, ça fait totalement genre représentant commercial. Et c'est logique, c'est crédible et c'est bien fait. Parce qu'en fait, déjà, bon, précisons que MVP file sa carte à Lio Rush quand même s'il s'est fait battre, donc bel esprit. Mais il précise qu'il a ses yeux sur Swerve Strickland. Et c'est ça que je voulais dire, dans la construction de personnages, le but d'un manager au final, c'est de faire de l'argent, quand on se place dans les storylines. Et donc d'avoir un maximum de clients. Donc c'est logique que MVP veuille en recruter le maximum. Il file sa carte à tout le monde et faites appel à mes services, parce que plus j'ai de clients, plus je vais faire de thunes. Le but, c'est de faire de l'argent, mes amis. Et donc là, 4e flashback, je vais pas remettre la musique. Non, tu sais quoi, allez, bas les steaks. Elle est où Voilà, elle est là. Je vais remettre la musique de flashback, parce que celle-là, je l'adore. C'était la musique d'un monde où on était dans un casino, je crois. Ouais, c'était un show télé. Mais il y en avait d'autres. Peut-être j'en mettrai une autre la prochaine fois, qu'il y a le prochain flashback. Mais là, donc, nouveau flashback, 4e, je crois, de la vidéo, si je tiens bien les comptes mentalement en même temps que je fais cette review. Personnellement, qu'un manager est là pour faire de l'argent, je l'avais très bien compris tout seul quand j'étais manager à NXT. Donc flashback vers 2013 là à peu près. 2013 Floride. Et la vibe world class money making entrepreneur from the French Riviera, c'était une création pure et dure de ma part.
j'avais choisi, là on fera un jour une TLR story sur comment développer et comment créer son personnage à la WWE, quel était le processus, comment on fallait s'y prendre, moi les conseils que j'avais reçus aussi bien de Dusty Rhodes que de Byron Saxton, que des scripteurs de Raw et de SmackDown, je vous expliquerai tout, je pense même que je vous ferai des démos avec soit des promos que je vais filmer sur fond vert, soit des promos que j'ai encore, dans mes dossiers que je vous mettrai, alors peut-être la vidéo sera démonétisée là encore, c'est pas grave, bas les steaks, c'est pour la chaîne, on fait ce qu'il y a à faire pour que vous kiffiez et pour que les compteurs montent et que tout le monde y trouve, j'allais dire tout le monde y trouve midi à 14h. Non, c'est pas la bonne expression, c'est que tout le monde y trouve son compte. Oh oui, oh oui. Et donc, comme on m'avait bien expliqué comment développer un personnage, je me suis dit, bon, je suis blessé, ils veulent que je sois manager, ou alors j'ai une ouverture pour être manager. Mon but, ça va être French Riviera, Monaco, les casinos, la Côte d'Azur, la France, la Côte d'Azur, Nice, le soleil. Oh oui, l'argent. Et donc, money making, Sylvester Lefort, money making, world class, money making entrepreneur from the French Riviera. Oh oui, oh oui. Et c'était totalement logique pour un manager de vouloir faire de la thune avec ses clients. Oh oui, oh oui. Et donc j'adore cette construction de personnages qu'ils font pour le personnage de manager d'MVP. Parce qu'au final, c'est ça. Trop de managers aujourd'hui, notamment à AEW, parce qu'il y a une tonne de managers. Donc d'un sens, bel esprit, mais d'un autre, quand même, faut expliquer pourquoi les gens sont managers. On oublie de dire qu'un manager est à la base là pour faire mousser la carrière de son poulain. Et prendre soin de ses intérêts. Pourquoi? Parce que plus son poulain gagne de l'argent, plus le manager va gagner de l'argent. Et ça, trop souvent, on passe à côté, on oublie de l'expliquer. Encore une fois, pourquoi? Parce que moi, je vous tiens à expliquer tout ça parce qu'il faut de la crédibilité, non seulement dans les stories, mais parce que si on a la crédibilité dans les stories, on a la crédibilité dans le jeu des acteurs / des catcheurs. Oh oui, oh oui. D'ailleurs, en parlant de manager, à la suite, nous avons... Ah, la vôtre, mes amis. Ouh, ouais, il est bien glacé, ça, j'aime ça. Nous avons une promo dans le ring avec Don Callis et là j'étais super content. Brian Cage et Lance Archer. Alors là mes amis, hop, allez redevient bleu, c'est énorme. J'ai compris, si on met la main, ça redevient ça passe de chaleur très élevée à éclairage normal sur le téléphone portable avec lequel je filme ces TLR reviews. J'explique ça pour ceux qui écoutent sur Spotify. Oh oui, oh oui, et qui n'ont pas les images. Alors, Don Callis arrive avec Brian Cage et Lance Archer. Alors là, en fait, il y a eu 2 flashbacks dans cette histoire, dans ce segment. Déjà, primo, Don Callis a de la bonne hit. Il se fait bien huer, bel esprit. Mais je sais pas pour vous, mais ça tronche sur l'écran géant d'entrée. Moi, ça me fait faire un flashback, ça m'a renvoyé vers SOS Phantom 2, Ghostbuster 2 et Vigo, le fléau des Carpates, la tristesse de Moldavie et la peinture de lui que j'ai faite il y a quelques mois maintenant. Franchement, je trouve que la photo qu'ils ont mis de lui en gros, comme ça, son visage, ça m'a fait penser à Vigo, le méchant dans Ghostbusters 2. Dites-moi si vous avez regardé le show, si vous avez pas pensé pareil que moi, parce que je sais que moi, des fois, j'ai l'esprit qui va très loin et qui réagit aussi très rapidement dès qu'il a une idée. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui trouvent que Don Callis ressemble à Vigo sans les cheveux, dans Ghostbusters 2. Et donc, deuxième flashback, là aussi, je suis heureux de revoir Brian Cage et Lance Archer à l'écran. Pourquoi? Parce que Brian Cage, je l'avais rencontré lors de mes tout premiers essais WWE, dont la plupart, je pense, ne sont même pas conscients, qui avait eu lieu en mai 2008, si je dis pas de bêtises, en Californie. Et c'est là qu'il avait été signé d'ailleurs en développement pour aller à la FCW, où il s'appelait Logan quelque chose. Une histoire de ouf. Ça, j'en parlerai dans une TLR Stories. Et Lance Archer, avec qui j'avais catché en 2007, toujours pareil en Californie, lors d'un show au Cow Palace de San Francisco, où j'avais fait équipe avec Lance Archer contre les mecs de la TNA qui étaient Shark Boy et Abyss. Bel esprit. Oh oui, oui. Donc je vous dis, ce show, ça m'a rappelé que des souvenirs. C'est le show flashback en fait. Allez hop, la musique de flashback. Donc c'est un show flashback où il y a eu que des flashbacks tout le long du show. Et en fait, flashback, donc quand vous mettiez le jeu, ça c'était la musique de l'écran titre. Ouais, il fallait cliquer, après push start et vous commenciez à jouer et vous flinguiez tout le monde. Il fallait pas. Oui, c'était énorme parce que ce jeu en fait vous mourriez, ouais, au imparfait passé, je crois. Vous mourriez si vous tombiez de trop haut. Et ça, c'était énorme. C'était tellement rare dans les jeux vidéo à l'époque. Si tu tombais de trop haut, ton perso, il mourait. Et ça, c'était nouveau. C'était bel esprit. Oh oui, oh oui. La réalité. Oh oui, oh oui. Donc, mes amis, ce segment, c'est une grosse réunion de famille pour Don Callis. Et comme je dis, c'est bien, il y a pas mal de managers à la AEW. Ça fait plaisir à voir. Kyle Fletcher va pour enfin nous donner une justification à son attaque sur Will Ospreay. Mais en bon heel, il refuse et il dit, eh ben non, dommage,
Vous ne saurez pas pourquoi j'ai attaqué Will Ospreay. Alors là, mes amis, un gros mouais. Un peu paresseux et cheap comme booking quand même. Hein. Je veux dire, au lieu de nous donner des explications, le mec, non, je vous dirai pas, comme un gamin. Bon, on verra par la suite. Mais je vais pas dire déçu parce que c'est pas une storyline qui m'intéresse énormément, mais j'ai trouvé ça cheap et lazy, surtout de mettre ça à la télé. Le mec il frappe pour prendre le micro, genre. Alors comme ça, je sais que tout le monde veut savoir pourquoi j'ai attaqué mon meilleur ami. Eh ben vous savez quoi? Je vous dirai pas. Ouais. Il y a aucun suspense, il y a rien. C'est même pas un P foireux en fait. C'est tu crois que ça va être un P, il y a pas de bruit. Et il est même pas foireux, c'est rien en fait. Cette image que j'utilise. Et en parlant d'image, mes amis, alors là j'ai adoré. Là j'ai adoré ce qu'il y a eu après. Un segment backstage avec une interview de Mara Hamé, donc déjà bel esprit, ça va. Et alors là mes amis, Anna Jay à l'écran. Anna Anna Jay, dont je me délecte de son Instagram dès qu'elle poste quelque chose. Oh oui. C'est quoi sa catchphrase? C'est quoi? I have a bad attitude with a fat ass. Oh oui, mais ton fessard, il est pas du tout gras. Hein. Arrête de dire des bêtises, il est magnifique. Hein. Et d'ailleurs, tu es une femme magnifique. Anna Jay, oh oui, je crois que tu es toujours avec Jack Perry. Je sais pas ce que tu fais avec cet enfant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bel esprit, tu es à l'antenne. Bel esprit. Oh oui. J'aime beaucoup la AEW, notamment pour sa division féminine. Et mes amis, c'est l'heure du main event. Main event entre Jay White et Christian Cage. Mes amis, j'étais très heureux de voir enfin à l'action Christian Cage, parce que c'est la première fois que je le vois vraiment catcher à la AEW, notamment dans un singles match, depuis que j'ai commencé à regarder le produit AEW. Et là, quand même, je suis allé vérifier, Christian Cage a 50 ans. Voilà, il a 10 ans de plus que moi. Le mec, bel esprit, il catch toujours. Et il catch très très bien. Alors, mes amis, petit commentaire de catcheur / insider / initié, mais je vous le partage quand même. Christian, il m'a fait délirer. Christian m'a fait délirer dans son match. À moi, il prend un back body drop et il tombe sur le côté, comme moi je le fais depuis des années maintenant. Je sais pas. C'est soit il est comme moi, alors il a eu des blessures, ou alors c'est l'appréhension, ou alors il veut chuter différemment, ou peut-être un mélange de tout. Mais à un moment, il prend un back body drop et il atterrit sur le côté, sur la cuisse, hanche, machin truc. Et moi, j'ai remarqué, ça fait maintenant pas mal pas d'années, mais de mois que je commence à chuter comme ça sur les grosses chutes en hauteur comme ça. Ça m'a fait délirer parce que je me suis dit, yes, la technique de vétéran. Bon, je me compare pas à Christian Cage, enfin oui, dans un sens pour cette chute, mais ça s'arrête là, je compare pas mes carrières. Même s'il avait été coach, invité au Performance Center à un moment, il était venu quelques fois, et franchement, il était top, il était super sympa, Jay, c'est son vrai prénom, Jay Resso, je crois. Christian, il était énorme en coach. Il était venu coach assistant quand j'étais avec Billy Gunn dans la classe. Et on avait déliré. Surtout quand on faisait les score sessions. Quand on faisait les score sessions, je lui avais montré mon épisode de World of Hurt et il était mort de rire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense faire un jour une TLR AM. C'est pas vraiment une analyse de match, mais on regardera en direct mon émission de World of Hurt et je vous dirai tout ce qui s'était passé. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir mes épisodes, les 2 épisodes principaux où j'avais été très mis en avant à World of Hurt, qui avait été ce documentaire télé-réalité chez Landstorm à Calgary dans son école, tourné en 2010, diffusé en 2011 à la télé canadienne et américaine et qui m'avait valu de mousser à onf sur les Dirt Sheets. Brian Alvarez m'avait kiffé de ouf, il m'avait interviewé pour le Figure 4 Weekly et ça m'avait je pense fait être remarqué par l'office de la WWE qui m'avait filé mes tryouts à Liverpool en 2011 où j'ai été signé quelques mois après. Oui, voilà, un gros résumé de la TR Stories où je vous expliquerai comment j'ai été signé à la WWE ou comment j'ai été repéré, on verra. On verra mes amis, on verra. En attendant, ce qu'on a vu dans ce main event, franchement, on a vu que un Jay White que je commence vraiment à kiffer. Je pense qu'il peut bosser tous les styles, et ça c'est bel esprit. Il a un bon petit physique, il a une bonne petite gueule, et il peut bosser tous les styles. Oh oui, bel esprit. Bel esprit. Non, franchement, bel esprit. Jay White, je kiffe. Christian aussi a toujours excellent dans le ring, malgré la carrière de ouf qu'il a eu. Le mec, ça fait quand même plus de 30 ans qu'il catch, bel esprit, hein, et 50 ans le gars, il catch toujours des main events, bel esprit. Un bon match, un très bon main event. Alors, si ce n'est, et là, j'allais dire c'est le bas blesse, oui et non, parce que c'était quand même un gros dynamite qu'on a eu. Mais là, je pense sincèrement qu'il y a eu un gros fuck-up dans les interventions de Kip Sabine et d'Adam Page. Et là, c'est triste, parce que
En fait, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, j'ai pas regardé la scène. Tout ce que je sais, c'est que j'ai l'impression que Kip Sabian était intervenu trop tôt. Donc Adam Page est sorti trop tôt de dessous le ring. Et on sent qu'il y a eu un malentendu quelque part. Bon, j'avoue que si c'est un fuck-up, et je pense que c'est le cas, c'est quand même naze pour un show de catch et une émission de catch télévisée et surtout une compagnie avec un niveau tel que la AEW. À qui la faute? À qui la faute, mes amis, dans ce segment qui ait eu un tel malentendu dans le moment où Kip Sabian devait intervenir et donc par conséquent Adam Page devait suivre derrière. Parce qu'en fait, pour faire simple, alors pour ceux qui n'ont pas vu le show, mais je pense que vous l'avez vu si vous êtes là, c'est Kip Sabian apparaît ringside pour intervenir lors d'un spot. Il se passe un truc, mais il se passe un truc. Christian Cage, je crois, se tourne vers lui ou son adversaire, je sais plus. Adam Page sort de sous le ring, il monte sur l'apron, mais là tout d'un coup Adam Page redescend, comme si genre ou non c'est pas le moment. Et genre, il fait une tête, genre, non, me regardez pas. Et Kip Sabian redescend, il se passe rien. Et genre, 3-4 minutes plus tard, il se repasse exactement la même chose. Mais là, donc, Kip Sabian retient l'attention de, je crois, de Christian Cage, qui est dans son dos. T'as Adam Page qui rentre, qui fait son saut par-dessus les cordes, lariat sur Jay White, et victoire de Christian Cage. Si je dis pas de bêtises, je crois, je suis quasiment sûr que c'est Christian Cage qui a gagné. Donc mes amis, ça pour dire, si c'est vraiment un fuck-up, à qui l'erreur? Est-ce que c'est à qui la faute? Est-ce que c'est au catcheur? Est-ce que c'est au producteur du match? Est-ce que c'est aux gens peut-être qui donnaient les informations dans l'oreillette au catcheur de savoir quand aller? Mes amis, à qui la faute? C'est la question à 300 €. Et en parlant de questions, voilà celle de la semaine que j'ai sélectionnée. Mais avant d'y répondre, donc, faisons un petit bilan. Un petit bilan de tout ce qui va se passer sur la chaîne ces prochains jours. Donc, mes amis, oui, j'enlève les lunettes, mais c'est pas, là, ça va pas merder. Hein. J'ai pas sélectionné un commentaire comme celui de Oussi, j'ai retenu son pseudo. D'ailleurs, mec, t'es pas un hater. C'est pas ça un hater. Un hater, c'est un petit abruti qui fait que de la hate. Toi et moi, on a argumenté. T'as eu ma réponse en vidéo, tu m'as répondu en commentaire. C'est bon, tranquille, on est good, we're good. C'est juste quand c'est fait, que la communication est possible, tout est possible. Donc non, je te considère pas comme un hater aussi. Mais donc, tout ça pour dire, oui, alors, ce qui arrive sur la chaîne, mes amis, avant le commentaire que j'ai sélectionné, la TLR Stories 2 va sortir vendredi, c'est quasiment sûr. Et pourquoi je dis ça? Parce que donc je parlais d'oreillettes, des gens qui communiquaient les informations aux catcheurs pour savoir quand intervenir. Vous allez voir dans cette TLR Stories, bon alors, le segment faisait 16 minutes à TakeOver, la TLR Stories en fait 34. Parce que vraiment, je mets chaque fois arrêt sur image et je revis le truc, voilà, c'est énorme. Franchement, je pense que vous allez vraiment aimer cette vidéo, donc n'hésitez pas à partager tout la chaîne, la vidéo quand vous la voyez, parce que j'ai mis beaucoup d'énergie, et comme je vous ai dit, ça me fait délirer. YouTube la démonétise seulement pour un passage dans la vidéo qui fait même pas partie du match. C'est toujours pareil, parce qu'en fait, sur cette vidéo, j'ai dû y passer facile, allez, une dizaine d'heures. Pas pour la filmer, mais tout. Pour le travail de l'écran vert. Il n'y a rien qui est écrit vraiment, parce que c'est de l'impro, mais j'ai quand même fait, je pense, 2 ou 3 versions différentes de la vidéo pour voir laquelle rendait mieux. C'est-à-dire de regarder mon match, de le commenter, et chaque fois, ça faisait entre 25 minutes et 35 minutes. J'ai regardé la TLR Stories 1 pour savoir ce que je racontais dedans, pour être sûr que le raccord était bon. Enfin, bel esprit. Franchement, vous avez kiffé. Et en fait, bon, c'est pas grave. Allez-y, les amis. C'est pas monétisé. 10 heures de boulot comme ça pour le fun. Mais non, franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que ça a ravivé beaucoup de souvenirs. Et ça m'a. En fait, c'est comme la TLR Stories. Ça le fait sortir de mon système, ces histoires. Et c'est super, parce que vous y avez accès, tout le monde y a accès, le monde entier y a accès, bon en français, ceux qui parlent français, et donc franchement ça me fait très plaisir mes amis. Donc ça sera vendredi. Bien évidemment la review de SmackDown qui sera postée depuis la Bretagne, depuis le Showrix si je peux, sinon ça sera dimanche quand je rentre, en milieu de journée. La semaine d'après, qu'est-ce qui va se passer la semaine d'après? Est-ce que j'aurai terminé mon vlog de Chypre? Peut-être, je sais pas, on verra. Mais là je vous annonce, je suis en train de... Je ne vais pas m'avancer, on va voir comment se passe la semaine prochaine, mais je pense que la première semaine de novembre, elle va faire mal. Elle va faire mal pour tout le monde, parce que si je dis pas de bêtises, je crois, allons vérifier direct. Est-ce que c'est la date de Crown Jewel? WWE Crown Jewel, c'est quand la date? Hey, 2023, non, je m'en fous. C'est 2024, pourquoi ils me le sortent pas?
2024. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le week-end du 2, c'est ça? Oui, 2 novembre, c'est ça, 2 novembre. Bon, là, j'aurai un show à la HCP et un stage. Mais je regarderai quand même le show, donc la review sortira sûrement le dimanche. Écoutez, cette semaine-là, elle va faire mal. Elle va faire mal à tout le monde. Elle va faire mal à moi et elle va faire mal à la chaîne. Et j'allais dire, au serveur de YouTube. Je vous en dis pas plus, on en reparle la semaine prochaine. Mes amis, avant d'arriver à la semaine prochaine, nous aurons donc encore 2 vidéos cette semaine. Et le sondage pour la prochaine TLRAM sera posté aujourd'hui, sûrement avant que je poste cette photo, donc dans tous les cas, vous le verrez. Et on va terminer cette hashtag TLReviews de AEW Dynamite du 16 octobre avec un commentaire qui affole le petit chien, Petit Sparrow, qui devient bien relou dès que quelqu'un frôle la porte. Et donc, alors, nous avons la question de I'm Rider. C'est bien la tienne que j'avais sélectionnée, amigo. Tu me dis, salut Tom, petite question. Je t'ai souvent entendu faire la remarque que catcheur plus petit qui soulève un catcheur plus grand, gros, imposant était totalement ridicule à tes yeux. Et je suis plutôt d'accord avec toi d'ailleurs, mais du coup j'aimerais savoir si pour toi ça s'applique à tous les catcheurs. Alors, je te dis tout de suite, non, mais tu vas voir. Par exemple, un John Cena qui soulevait des Khali, Big Show, Undertaker, Kane, etc. Qu'en penses-tu et est-ce que tu te fais la même réflexion? Un autre contexte, mais avec le Taker avant les années 2000, sa gimmick lui imposait clairement de ne pas vendre. Ce qui en soi dans le catch pur est un affront, car c'est quand même la base, du coup, pour y venir, voici ma question. Enfin, ouais, bref, des fois il y a des petits problèmes de français, hein, les amis, dans vos commentaires, mais c'est pas grave. Est-ce que la gimmick d'un catcheur et ou son aura et son statut peut lui permettre de casser les codes du catch sans que ça leur retombe dessus? Là, amigo, c'est une très très bonne question, comme je te l'ai dit en commentaire, parce que en fait, tu connais déjà la réponse est oui. L'important, c'est l'histoire qu'on raconte, d'accord? Et pour l'histoire qu'on raconte, moi, je pense qu'il faut des personnages forts. C'est comme au cinéma. Comparez toujours le catch au cinéma. Enfin, en tout cas, pour ce qui est de la partie personnage et storytelling. Quand vous avez un film d'horreur en mode Jason ou Michael Myers, les gars, ils sont invincibles, je crois. Michael Myers, il est invincible aussi. Freddy, c'est pareil. Comment on va faire pour le tuer à la fin du film? Ça va être tout là l'enjeu de l'histoire. Et donc, c'est pareil pour Taker. Taker, sa gimmick, c'est écrit dans sa gimmick que le mec, dans son personnage, que le mec revient toujours à la charge. Et donc, tu es obligé de bosser autour de ça et de raconter une histoire en fonction de ça. Si tu affrontes Taker, bien évidemment, il va falloir faire beaucoup plus d'offenses que si tu affrontes Rey Mysterio. C'est totalement logique. Mais c'est ça qui fait la richesse du catch et la richesse des histoires que tu racontes. Si tout le monde était pareil, si tout le monde était, dans un sens un peu comme au Japon à une époque où ils étaient tous en slip noir avec des cervelles blanches autour du cou, ça tournerait vite en rond. Et c'est pour ça aussi qu'au Japon, pendant très longtemps, il n'y avait pas de personnage, c'était juste du catch pur et dur. Et donc voilà, donc pour en revenir par contre à ta question de big guy, enfin de petit gars qui soulève des gros balaises, en fait tu vas comprendre. Personnellement, et même j'ai envie de dire quand le catch est bien fait, j'ai rien contre un petit qui va soulever un big guy. Si ça fait soit partie de sa gimmick, John Cena, frérot, le mec soulevait des poids de ouf à la muscu, et on avait plein de clips vidéo où tu le voyais s'entraîner à Hard Knocks Gym, où j'ai jamais mis les pieds parce que j'étais blessé en Floride, mais avant ils envoyaient tous les catcheurs de la FCW là-bas s'entraîner avec son coach personnel à Cena. D'ailleurs apparemment il y avait 1 heure et demie de route. Non, j'avais jamais été dans ce gym, mais tu voyais John Cena qui soulevait des poids de ouf. Ça faisait partie de son personnage d'être un strongman à Cena quand même. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Et donc, en fait, le fait qu'il soulève les Khali, Big Show, Undertaker, etc. sur ses épaules, et parfois 2 ou 3 gars sur les mêmes épaules, ça fait partie de sa gimmick. Donc, tu vois, c'est pas un petit gars qui soulève un gars plus gros. Après, d'un autre côté, donc, parce que je sais que ça se rapporte notamment à quand je dis Pete Dunne qui soulève Sheamus, ça n'a aucun sens. En fait, tu peux soulever un mec plus gros que toi, mais il faut que ton physique suive. Et quand je dis physique suive, ça veut pas dire juste être capable de le faire. Je parle que visuellement, tu as un physique qui justifie ça. En catch, il y a quelque chose qui s'appelle la suspension de crédulité. C'est ça, crédulité, ouais, je crois. Suspension of disbelief. C'est-à-dire que quand le catch est bien fait et quand vous entrez dans une salle de catch, vous acceptez de suspendre, enfin en tout cas aux États-Unis, vous acceptez de suspendre votre incrédulité, je crois, c'est ça, pour vous dire que bon, je sais que c'est un spectacle, mais je vais rentrer dans les histoires et je vais rentrer dans les matchs comme si c'était vrai. D'accord? Et pour que cela marche, il faut que ce soit crédible. Un minimum crédible. Donc, je suis désolé, mais quand je vois un Johnny Gargano, enfin, là pour l'instant je ne l'ai pas encore vu, encore heureux, mais quand je vois un Johnny Gargano, un Pete Dunne ou j'espère pas un Adam Cole qui soulève un mec qui est plus gros, plus balèze, plus grand que lui, j'y crois pas. J'y crois pas. Pourquoi j'y crois pas? Parce que c'est pas crédible, numéro 1. Deuxièmement, c'est juste les gars qui veulent se faire mousser en mode regardez, je suis un tough guy. Mais frérot, si t'es un tough guy, va à la salle, construis-toi un physique, fais quelque chose comme ça. Et troisièmement, je le redis, je parle en connaissance de cause, vous le voyez dans mes TLRM et vous le voyez même dans mon catch encore aujourd'hui, moi,
à l'époque, quand j'étais Spartiate, mais je soulevais personne. Parce que, déjà, primo, je vous redis, j'étais paresseux. Et puis, deuxièmement, c'était pas le style de mon personnage. Un Spartiate, c'est pas un mec qui soulève et qui fait des prises, des brainbusters, des trucs comme ça. Un Spartiate, c'est un mec, c'est This is Sparta! Et bam, il arrive avec un gros coup de pied dans ta gueule. Il arrive avec un coup d'avant-bras. Il arrive avec Shining Wizard, coup de genou dans la mâchoire. C'est ça pour moi la vibe du Spartiate. C'est le mec qui fonce, boum, au combat, genre avec sa lance et il embroche des gens. C'est ça le truc. Et donc, aussi, vu que j'affrontais des fois, pas tout le temps, mais des fois des mecs plus grands que moi, ben, si je pouvais pas les soulever. Encore une fois, je vous renvoie à la TLRM de l'année dernière où je affronte Gent qui fait quasiment la taille et le physique de Batista. Je le soulève pas une seule fois du match. Mais pourquoi? Parce qu'on raconte une histoire. Oh oui, oh oui. Et donc, quand il faut raconter une histoire et que tu as des personnages forts dans cette histoire, tu es obligé, dans un sens, oui, de casser les codes du catch, mais en fait, tu les casses pas vraiment parce que tu te bases sur les personnages qui sont dans l'histoire que tu veux raconter pour justement raconter une meilleure histoire. Parce que n'oublions pas quand même, le catch, 3 fois sur 4, c'est raconter une histoire. Oh oui, oh oui. Mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette hashtag TLReviews et que je vous trouverai très nombreux vendredi soir pour la TLR Stories numéro 2. J'analyse mon match à WWE NXT TakeOver contre Enzo Amore, cheveux contre cheveux. Et samedi ou dimanche pour la review de SmackDown. Oh oui, oh oui. Il y avait un dernier truc que je voulais dire à niveau WWE. Ouais, mais j'en parlerai je pense à SmackDown. J'ai eu une vision ce matin, en état de somnolence, avant que le réveil sonne, alors à 5h05 je l'avais mis. C'était vers 4h30, j'étais en état comme ça, à moitié éveillé, moitié endormi, et j'ai eu une vision du booking de la storyline Nia Jax, Tiffany Stratton. Liv Morgan, mais surtout Nia Jax, Tiffany Stratton. Et je vous en ferai part dans la review de SmackDown samedi, si je m'en souviens encore d'ici là. Oh oui, oui, mes amis, gardez le bel esprit, gardez la foi, gardez le moral. Et on se voit, peut-être, alors pas en direct parce que la vidéo a déjà été enregistrée hier pour la TLR Stories vendredi et samedi pour SmackDown. Oh oui, oh oui, ah oh.